BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. On va parler de voitures, on va parler d'airbag, on va parler de droits de douane, on va parler de batterie. Mon invité, c'est Luc Châtel, le président de la plateforme de l'automobile. Bonsoir Luc Châtel. Bonsoir Edwige Chevrillon. Merci d'être avec nous. Il y a une actualité très chargée ces derniers jours. On a eu les chiffres sur le marché automobile européen qui montrent quand même que c'est pas très fort pour 2024, des perspectives qui sont très flattes. On a vu aussi les chiffres sur la voiture électrique. On voit que là, finalement, le rêve de la voiture électrique n'est pas en train de se réaliser. Et là, on a appris ça tout à l'heure sur ACC. On en parle dans le journal de Guillaume Paul, d'Airbus de la batterie. Eh bien, elle appuie sur le frein. En tous les cas, elle a décidé de mettre sur le mode pause. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'électrique, c'est beaucoup plus difficile que prévu. Ça veut dire qu'on est dans une course au bas prix, qu'on est déjà dans une innovation, une course à l'innovation technologique. C'est quoi votre réponse? Ça veut dire que nous vivons la révolution technologique de l'automobile et que face à cette révolution, il faut être hyper agile. Je veux dire, ACC n'existait pas il y a 4 ans. Ouais. Il n'y avait pas d'usine il y a 2 ans. Et aujourd'hui, ils fournissent les 3008 Peugeot électriques. Donc, jamais on n'aurait pu imaginer, il y a 5 ans, quand a été évoqué l'Airbus de la batterie, que ce soit une réalité en aussi peu de temps. Ok, donc ça on le dit tout le temps, ça c'était formidable, on a applaudi. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, ce que je comprends, les dirigeants d'ACC s'exprimeront, mais ce que je comprends, c'est que, vous savez, aujourd'hui, une diversité technologique dans les batteries, comme il y a une diversité technologique dans les automobiles. Et donc, il y a une diversité qui fait que, historiquement, les Européens ont développé des batteries qui étaient NMC, c'est-à-dire nickel, manganèse, cobalt. Et aujourd'hui, il y a une autre technologie qui se développe en parallèle, c'est pas à la place. Et il y a des clients qui prennent du NMC, puis il y a d'autres qui prennent l'autre technologie qui est le LFP, et lithium fer phosphate. Et donc, aujourd'hui, je comprends qu'ACC s'adapte à ces différents clients. Oui, vous avez des clients qui vont demander du NMC, il y a des clients qui vont demander du LFP, et donc c'est normal que l'outil de production s'adapte pour offrir aux clients les différentes possibilités. Oui, d'accord, mais enfin, ça veut dire quand même qu'il y a une innovation technologique qui est très rapide, vous-même vous venez de le souligner. Est-ce que, on n'est pas allé trop vite? Parce que, comme on a dit, la fin du thermique en 2035, on y reviendra, du reste, bien sûr. Mais est-ce qu'on n'a pas voulu aller trop vite et que, du coup, l'innovation n'a pas eu le temps, je dirais, de trouver un stade un peu solide? Non, je crois qu'on ne peut pas reprocher aux industriels d'aller trop vite. On ne va jamais assez vite dans ce type de changement. Vous avez une compétition mondiale, vous avez un marché mondialisé qui est difficile, vous avez rappelé les chiffres qui sont tendus. C'est-à-dire qu'on fait cette transformation à un moment où le marché est anormalement bas. Donc oui, il y a eu des investissements considérables qui ont été portés, d'autres qui sont investis pour les 3 prochaines années. C'est de l'ordre de 100 milliards d'euros en Europe sur l'électrique dans les 3 prochaines années. Donc c'est considérable. Donc oui, on va vite, et oui, on est dans une logique de pionnier, et donc on s'adapte en permanence en termes d'innovation. Oui. Donc c'est normal que les industriels, ils investissent dans plusieurs technologies en même temps. De la même manière que les constructeurs automobiles... Et que le fait qu'ils décident de mettre sur le mode pause, c'est quand même assez révélateur. Enfin, c'est une étape. Écoutez, en tout cas, ACC fournit aujourd'hui des batteries pour Peugeot. ACC fournira des batteries pour d'autres constructeurs. Il y a des constructeurs qui ont une demande dans les batteries NMC, d'autres qui ont des demandes dans les batteries LFP. C'est normal qu'ils s'adaptent. De la même manière qu'un constructeur va avoir dans son catalogue des moteurs thermiques, des moteurs hybrides rechargeables et des moteurs électriques. Voilà, on est dans le même type d'agilité face à une mutation. Qui va l'emporter, à votre avis? C'est quel type de batterie à terme? Alors ça, moi je ne suis pas devin. Non, mais vous êtes le patron de PFA, oui, donc c'est pour ça que je vous pose la question. Mais je comprends qu'il faut être présent sur toutes les innovations parce que tout le monde ne gagnera pas à la fin. Et donc c'est important d'avoir des tickets, de miser sur plusieurs technologies. Et c'est d'ailleurs ce que nous avions réclamé, souvenez-vous, Edwige Chevrillon, qui suivait ce sujet depuis longtemps, en 2018, nous avions réclamé ça. Nous avions réclamé d'avoir la diversité de technologies. Oui, mais regardez, il y a aussi le chinois Zvolt qui a, justement, lui fait des batteries LFP, qui a annoncé qu'il abandonnait son projet de 2e Gigafactory en Allemagne. Il y a un mouvement qui est en train de se faire, encore une fois. Si vous voulez, alors il y a le fait qu'à un moment, il y aura un juge de paix. Le juge de paix, c'est le consommateur. Donc le juge de paix, c'est le marché. Et ça va être quand, à votre avis? Ça commence. C'est-à-dire que nous voyons bien qu'en France, même si le marché de l'électrique se tient correctement, puisqu'on est toujours à 18% de part de marché,
à 25% si vous comptez les hybrides rechargeables, donc un quart du marché. Eh bien, on voit qu'en Europe, depuis qu'il n'y a plus d'aide en Allemagne, d'aide à la demande, de bonus, on voit que le marché s'est complètement effondré en Allemagne. Vous savez que le mois dernier, le diesel est repassé devant l'électrique en Europe. Et en Allemagne, il bat des records. Donc, retour à l'envoyeur. Voilà. Donc, on a un énorme sujet qui est la capacité du marché pour absorber cette transformation et pour être en face. Oui, mais retour à l'envoyeur. L'envoyeur, ce sont les politiques qui ont voulu. Alors, vous me direz, c'est aussi le réchauffement climatique, évidemment. Mais c'est quand même les politiques qui ont voulu avancer à marche forcée. Et le retour à l'envoyeur, je reprends votre expression. Eh bien, c'est vers les politiques. Oui, non, parce qu'on ne fait rien sans le consommateur final et le marché. Nous l'avons dit dès le début. C'est pour ça que nous avons dit au gouvernement dès 2018, lors du précédent contrat stratégique de filière entre l'État et la filière automobile, qu'il nous fallait des aides à la demande durables, pérennes et stables. On voit bien que dès qu'on arrête, dès qu'on ne réduit plus cet écart de coût entre un moteur thermique et un moteur électrique, eh bien on s'aperçoit que le marché s'effondre. Parce que le consommateur, il n'est pas prêt à payer beaucoup plus cher pour sa voiture. Ouais. La voiture doit rester un pays de grande consommation, un pays grand public, un produit populaire. C'est ça qui est important. Oui, ok. Ben, si ce n'est que pour l'instant, c'est pas le cas. Et qu'en plus, c'est un des constructeurs qui disait, mais là, on est vers une course vers le bas, on est vers une course à la voiture électrique la moins chère, notamment poussée par les Chinois, et que du coup, ça, c'est vraiment très nuisible. Parce qu'il n'y a pas d'équilibre économique. Alors, reprenons, si vous voulez, dans le bon ordre. D'abord, nous avons toujours dit, les industriels de l'automobile, que la batterie, c'était plus cher que le thermique. Voilà. Et on le voit tous les jours, et les clients peuvent le voir dans leurs concessions. Donc, nous demandons, depuis le début, que sur une durée limitée, naturellement, dans le temps, mais qui va durer un certain nombre d'années, on compense cet écart. Les décideurs politiques qui ont pris cette décision unilatérale de passer à l'électrique, c'est normal qu'ils mettent en œuvre des dispositifs qui compensent cet écart. Voilà. Bah oui, mais ensuite, regardez les finances publiques, la France a arrêté, l'Allemagne a arrêté. On sait que la transformation écologique, elle a un coût. Voilà, et on le sait depuis le début. Maintenant, si c'est nous qui avions fait cette transformation, on n'aurait pas fait la même chose. Voilà, on n'aurait pas choisi en 2018, et on n'aurait pas choisi surtout en 2022, au moment de l'accord européen, une solution unique. Les industriels, ils ont proposé autre chose. Maintenant, les industriels, ils sont pragmatiques. Et cette industrie, elle a une capacité de rebond, d'adaptation assez unique. On dit, nous, on veut rien. Donc, juste un instant par rapport à la décision européenne et sur les voitures électriques. Il y a l'arme des droits de douane. Il y a une enquête qui devait... Enfin, les premiers termes de l'enquête qui a été lancée, on devait avoir une partie des conclusions demain. Finalement, c'est encore repoussé. Est-ce que les droits de douane, ils sont pour l'instant de 10%? Est-ce qu'il faut prendre une décision aussi radicale que les Américains? Ce qu'il faut, c'est un terrain de jeu équitable. Voilà. Oui, ok. Non, mais sur les droits de douane, c'est quoi votre position, Luc Châtel? Bien sûr. Je vais vous répondre. Il faut un terrain de jeu équitable. On ne peut pas, d'un côté, se dire on se fait harakiri sur les moteurs thermiques, on décide unilatéralement d'arrêter notre industrie automobile thermique et on choisit la technologie sur laquelle les Chinois ont 10 ans d'avance et leur ouvrir bras ouverts le terrain de jeu européen. L'Europe est le continent le plus ouvert au monde aujourd'hui. Ok, mais ouvert au monde. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un terrain de jeu équilibré? D'abord, il faut proposer aux Chinois des conditions, un contexte qui est proche de celui qu'ils ont proposé aux Européens il y a 25 ans, quand les Européens sont allés en Chine. C'est-à-dire qu'à l'époque, qu'est-ce qu'ont fait les Chinois? Ils ont dit, venez sur notre marché, qui va se développer, qui va grandir, mais venez à certaines conditions. Ouais. Et les conditions, c'est quoi? C'est des joint ventures avec les acteurs locaux, des transferts de technologie, et quand c'est nécessaire, des droits de douane. Les Chinois, ils ont mis en place des droits de douane. Voilà. Donc, ce que nous voulons, c'est la réciprocité de cela. Okay. C'est-à-dire les droits de douane, vous les voulez à combien, vous? Mais ça, c'est pas à moi de répondre à ça. Ah si, vous êtes un des acteurs essentiels de cette profession. Non, mais c'est pas à moi de répondre à cela. Nous attendons avec beaucoup d'intérêt l'enquête de la Commission qui va prendre en compte tous les leviers, tous les facteurs qui peuvent contribuer à un
une concurrence déloyale et à partir de cela, faire des propositions en la matière. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut une réciprocité. C'est qu'il y aura des investissements entre chinois. Entre 10 et 100, parce que 100% c'est les Américains, 10 c'est les Européens. Je vais vous répondre différemment. Moi, je ne suis pas favorable dans l'absolu à des droits de douane. Parce que pour le bon commerce mondial, il ne faut pas de droits de douane. Dans un monde idéal, il n'y a pas de droits de douane. Sauf que si vous avez une concurrence déloyale, si vous avez des gens qui ont des aides d'État massives, et si notre industrie vient se faire massacrer par des arrivées de véhicules chinois avec des aides massives, il faut résister. Oui, mais et donc il faut mettre en place un système de production. La difficulté, c'est qu'on l'a encore vu hier ou avant-hier, Renault signe un accord avec des Chinois, Stellantis travaille avec des Chinois. Oui, mais enfin ça compte. Forvia, la journée, à votre journée, nous expliquait que de toute manière les Chinois c'était leurs clients, les Italiens pensent la même chose. Donc on voit bien, les Allemands et pour cause, donc on voit bien qu'il y a quand même des dissonances importantes. La Chine est devenue le premier marché mondial, le premier pays producteur d'automobiles au monde, le premier exportateur d'automobiles au monde. Et vous allez vivre sans les Chinois? Non. Non, les Chinois, ils font partie, oui, mais là, on l'a rouvert, ils font partie du terrain de jeu. Mais justement, non, on est en train d'expliquer qu'on ne veut pas, on veut une concurrence déloyale et qu'au contraire, on veut des règles. Voilà, ce qu'il faut, c'est des règles qui permettent à chacun. Vous savez, l'industrie automobile européenne, elle a vu les Japonais arriver dans les années 70, elle a vu les Coréens arriver dans les années 90, elle est très compétitive, elle est très concurrentielle, elle a résisté. Donc elle est capable de résister aux Chinois, à condition que nous soyons à armes égales. Et ensuite, qu'il y ait des partenariats. Les Chinois, ce sont nos clients, ce sont nos fournisseurs, ça peut être des partenaires industriels. Vous savez, en Chine, vous avez Forvia, vous avez Valeo, vous avez Plastic Omnium qui ont plus de 100 usines de production. Donc vous avez eu des partenariats technologiques qui est les mêmes en Europe. Ce serait assez logique, ça serait normal, comme il y en a avec des Américains, comme nous avons une usine de Toyota mais dès lors qu'on n'est pas du tout encore compétitif, vous venez de le dire, c'est vraiment là, avec cet agenda qui a été extrêmement serré de 2035. Ça fait plus de 6 mois. L'agenda 2035 est très serré, nous l'avons dit depuis le début. Mais l'enquête de la Commission, elle dure depuis plusieurs mois. Oui, non, je sais bien. Mais ce que je veux dire, c'est que... et ça nous amènera sur le côté des élections européennes, puisque vous avez reçu les candidats. Mais ça veut dire quand même que, du coup, on leur a ouvert grand les portes, alors que nous, on n'était pas prêts. Mais nous avons dit ça depuis le début. Oui. Donc, nous avons dit, l'industrie automobile a dit depuis le début... Nous sabordons et nous choisissons une technologie de notre principal concurrent. Au secours. Si on voulait mettre un terme à un savoir-faire unique, on s'y prendrait pas autrement. Donc depuis le début, nous avons dit cela. Simplement, nous devons nous adapter parce que nous sommes des gens responsables, des entreprises responsables, et donc quand il y a des décisions aussi lourdes qui sont prises, eh bien elles sont mises en œuvre dans les entreprises. Et vous avez, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, des investissements massifs qui sont faits dans l'électrique. Ce qui est assez drôle, intéressant pour ceux qui ont un petit peu de mémoire, c'est que, en fait, pour ces élections européennes, la voiture électrique avec les Chinois qui arrivent, etc., c'est devenu un peu le plombier polonais des précédentes élections, et notamment suite à la fameuse directive Bolkestein, non ? C'est au cœur des débats. On ne peut que se réjouir que ce sujet arrive dans le débat public. Malheureusement, il arrive un peu tard, parce que moi, j'aurais aimé qu'en 2018 et en 2021-22, au moment des choix de la Commission européenne, on ait ce débat dans le grand public. Moi, j'ai quand même déploré qu'en 2022, on a eu en France une élection présidentielle où ce sujet n'a absolument pas été évoqué, alors que c'est un sujet grand public. Je veux dire, 86% des Français ont besoin de leur voiture tous les jours, d'une manière ou d'une autre. Donc c'est un sujet grand public. Donc on ne peut se réjouir qu'il émerge. Voilà, il émerge un peu tard, puis il émerge parfois avec des caricatures. C'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que quand vous décidez de changer de technologie, l'industrie automobile, elle ne peut pas changer tous les 8 jours de stratégie, de vision, d'investissement. C'est une industrie lourde. On ne peut pas citer de nom, mais grosso modo, sur tous les candidats que vous avez reçus, ou du moins les représentants, il y en a combien qui sont pour suspendre cet agenda 2035 ? Disons qu'il y a un vrai clivage qui est apparu entre ceux qui veulent tenir le rythme actuel dans la droite ligne de ce qui a été voté par le Parlement et par la Commission, et puis ceux qui veulent remettre en cause cet accord. Simplement, quand vous regardez les projections... un quart, c'est 2 tiers, 1 tiers? Non, vous voyez à peu près les familles politiques. On voit bien que les sociodémocrates ou les centristes sont plutôt dans une logique
de continuer sur le programme actuel, là où d'autres formations voudraient revenir en arrière. Alors, et vous savez, quand vous regardez les projections du Parlement européen, je ne veux pas désespérer les Français qui vont aller voter dimanche, mais quand vous regardez les projections de vote et l'impact sur la répartition du Parlement européen, il y aura toujours lundi prochain 3 grands blocs au sein du Parlement européen. Ouais. Et donc ça veut dire qu'il y aura des compromis, ça veut dire qu'il y aura des consensus et qu'il faudra construire des alliances. Donc on ne va pas avoir un phénomène de retour en arrière immédiat. Je note que même dans des partis politiques qui proposent de revenir en arrière, le groupe auquel ils appartiennent en Europe n'est pas forcément favorable. Bon. C'est toute l'équation européenne qui est extrêmement compliquée. Quand on regarde le marché, les chiffres qui ont été publiés, notamment le marché européen en 2024, on voit quand même que ça ralentit. Les perspectives sont très très flattes. En dehors du moteur électrique, enfin de l'électrique dont on a parlé. Il y a 2 choses qui sont frappantes. C'est que d'abord, effectivement, le marché reste très mou, puisqu'on est de l'ordre de 20 points en dessous du marché de 2019. Ouais. Parce qu'on est toujours sur des chiffres proches de l'année dernière. On se dit on est en légère progression, à plus 5%, tout va bien. Non, on n'est pas en progression, puisqu'en fait, on est à un niveau d'étiage qui est de 20% en dessous du marché de référence historique avant le Covid. Donc ça, c'est un premier élément. Puis deuxième élément, on voit que par rapport à ce qui nous attend de 2035, mais aussi des étapes précédentes, parce que je rappelle que les constructeurs européens, ils vont avoir des étapes en 2025, dès l'année prochaine, en 2030, ce qu'on appelle le CAFE, c'est-à-dire de respecter un niveau d'émissions de CO2 par véhicule, qui fait que vous avez besoin d'un certain mix de voitures électriques qui est nettement supérieur à ce qu'ils vendent aujourd'hui. Donc il va y avoir des étapes l'année prochaine qui devraient être passées, en tout cas par les constructeurs français. Mais par contre, on a un vrai sujet en Europe. Et en 2030, je peux vous dire qu'ici, il faut vendre plus de 50% de véhicules électriques pour arriver à l'échéance de 2030, eh bien, la pente actuelle, on n'y est pas. Donc, il faudra bien qu'à un moment, on discute de tout ça. Oui, c'est ça un peu la difficulté. Est-ce que quand même, le contrat de filière que vous avez signé le 6 mai, du reste vous étiez sur ce plateau après le jour de la signature, ça veut dire qu'avoir 800 000 voitures électriques en 2027, il n'y a aucune chance, quoi. C'est un objectif que nous fixons. C'est comme la réduction des déficits publics de la France. Nous pensons encore aujourd'hui que nous pouvons le tenir. Mais c'est très fragile, fragile. Aujourd'hui, oui, c'est fragile. Pourquoi c'est fragile? Pour les raisons qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire la demande. Est-ce que la demande va tenir véritablement pour des raisons de bornes de recharge, pour des raisons technologiques? Et puis, on ne parle pas des conséquences sur la filière qui est en pleine transformation, les emplois, des compétences qui disparaissent et autres. Donc, c'est un changement avec des conséquences ravageuses. Absolument, et on en a souvent parlé du reste ici. Merci Luc Châtel. Merci à vous. Le patron de la plateforme de l'automobile avec tous les enjeux, et puis on verra au lendemain des élections européennes, et puis on verra la question des droits de douane.